Chers amis, dirigeants, DRH, managers, consultants, coachs professionnels, psychologues du travail, facilitateurs, mentors, médiateurs, travailleurs sociaux, j'ai aujourd'hui le plaisir de vous partager le premier épisode d'une nouvelle série que j'ai eu envie d'appeler Lumière, Lumière. Cela ne devrait pas vous surprendre au regard des sujets que j'ai choisi d'aborder autour de penseurs, de sociologues, de psychologues, de chercheurs, de philosophes. Pour cette première série, j'ai choisi de présenter quelques éléments de la pensée du sociologue contemporain allemand Hartmut Rosa. Cette collection que j'initie est à double support, écrit et audiovisuel. Et j'ai une envie dévorante de partager avec toutes celles et tous ceux qui se passionnent pour la transformation de notre société, de nos écosystèmes, de nos organisations privées, publiques, associatives ou coopératives, lucratives et non lucratives. Partager avec celles et ceux que le monde des idées, au-delà des opinions simplistes trop souvent véhiculées par des auteurs parfois peu scrupuleux, suivez mon regard, celles et ceux qui souhaitent nourrir, densifier leur regard, leurs actions, leurs contributions et leurs gestes professionnels. Je pense ainsi aux dirigeants, aux DRH, aux managers, mais aussi aux consultants, psychologues du travail, coachs professionnels, je l'ai dit, médiateurs, facilitateurs, travailleurs sociaux et tout professionnel de l'accompagnement, souhaitant entraîner son regard clinique de professionnel et non pas seulement critique de citoyen, même si ce dernier est tout aussi important, mais pas l'un sans l'autre, si nous avons l'ambition d'aborder l'incroyable complexité de notre monde, l'appréhender sans la trahir ou le trahir même. C'est une volonté de rendre cette complexité accessible, intégrer aussi le simple, constitutif aussi du complexe, mais en refusant les conséquences mutilantes, réductrices, unidimensionnalisantes et finalement aveuglantes d'une simplification qui se prend pour le reflet de ce qu'il y a de réel dans la réalité. Pour paraphraser bien sûr Edgar Morin, vous l'aurez reconnu, dans La nature de la nature, premier volume de la méthode, publié en 1977, j'avais alors 7 ans. Ces premiers épisodes de Lumière Lumière seront donc consacrés à Hartmut Rosa, père de la notion d'accélération sociale et de résonance. Avec le premier concept, il a l'ambition de nous faire découvrir et comprendre notre monde actuel avec un regard neuf, doté d'un instrument d'observation innovant et très original. Avec le second concept, la résonance, nous verrons qu'il ambitionne de nous faire regarder la partie belle de notre vie. Ici aussi, avec un outil, un regard profondément renouvelé. Nous aborderons aussi ce qu'il appelle la dynamisation du monde et la stabilisation dynamique ou stabilisation hystérique, dit-il. Rien que cela. Nous pourrions aussi formuler sa proposition sur cet angle. Si l'accélération sociale est notre problème central, la résonance en est peut-être la réponse. Pourquoi l'accélération sociale devrait-elle être notre problème central ? Prenons le temps nécessaire pour explorer ce que cela signifie. Qu'est-ce que l'accélération sociale ? Hartmut nous engage à vivre une expérience de pensée. Supposons qu'il y ait des extraterrestres dans l'espace. Supposons aussi qu'ils soient encore meilleurs et plus développés que la NSA, la puissante agence nationale de sécurité américaine, et qu'ils aient installé des caméras partout dans le monde. Ils nous observent depuis plusieurs siècles, ils observent notre monde. Qu'aurait-il pu voir au cours des 2 derniers siècles ? Depuis le Moyen-Âge environ, Rosa nous dit qu'ils auraient pu penser que notre monde est une planète ennuyeuse. Il ne se passait pas grand-chose dans ce monde-là. De temps en temps, il y avait des mouvements. Ainsi, Marco Polo était allé à Pékin, mais apparemment son père l'avait également fait avant lui. Et il leur fallut cependant des années, de nombreuses années même pour s'y rendre à nouveau. Il s'agissait donc de cas isolés, de déplacements sur de longues distances au moins, et de déplacements spécifiques très lents. Et puis peut-être que les Vikings pouvaient déjà être observés alors qu'ils naviguaient sur les océans. Mais là encore, il s'agissait de voyages plutôt isolés et plutôt lents. Puis bien sûr, des gens comme Christophe Colomb et Vasco de Gama et d'autres encore ont lancé une sorte de nouvelle activité. À partir de là, au XVIe siècle, on a pu observer un peu plus de mouvement, des navires parcourant de grandes distances. Ils étaient encore assez lents et peu nombreux. Puis au XVIIIe, les choses changèrent.
il y avait ce qu'Hartmut Rosa appelle une dynamisation du monde. Bien sûr, l'invention de la machine à vapeur a joué un rôle important à cet égard. Il y eut ensuite l'apparition des bateaux à vapeur. Ils allaient beaucoup plus vite et cela a coïncidé avec une nette augmentation du trafic maritime. Il pouvait donc commencer à voir quelque chose se développer sur notre Terre, le mouvement commençait à s'amplifier. Et bien sûr, ce mouvement s'est ensuite considérablement accru avec l'invention des chemins de fer. Mais cette tendance n'était pas isolée à un endroit ou à un autre. Cela a commencé entre Liverpool et Manchester dans les années 30, 1830 bien sûr. Assez rapidement, il y eut de nombreux endroits où de nombreux chemins de fer firent leur apparition. Beaucoup de locomotives et de wagons circulaient à travers le monde. À la faveur du développement du commerce international, charbon, bois, tissus, épices, métaux précieux, favorisant l'investissement direct à l'étranger, comme on dit l'IDE, notamment dans les colonies et protectorats des pays européens, l'Indochine, l'Inde, l'Algérie, le Maroc, etc. Une première mondialisation qui s'accéléra jusqu'à la Première Guerre mondiale. Les voitures font également leur apparition, et finalement, même le vélo apparaît comme une invention moderne. Nos extraterrestres auraient pu donc vraiment observer un monde en pleine dynamisation. Il ne s'agit pas seulement de personnes qui se déplacent, mais aussi d'objets, de marchandises, de matériaux, de ressources, de compétences qui se déplacent à un rythme beaucoup plus élevé. Déjà au milieu du XVIIe siècle, Colbert avait envoyé des émissaires du roi français en Allemagne, en Italie, en Angleterre et même en Chine pour faire venir en France des compétences capables de développer des manufactures royales de très haut niveau avec les porcelaines Meissen, avec les porcelaines de Chine, etc. Du luxe pour combler les envies de la cour sans continuer à la ruiner et à ruiner les finances du royaume en produisant sur place. Les guerres conduites par Louis XIV ruinant déjà les finances françaises à l'époque. Et ce n'était vraiment qu'un début. Puis vinrent alors, au XXe siècle, les avions, la nouvelle révolution et rupture dans les rythmes. Le premier vol commercial entre Saint-Pétersbourg et Tampa en Floride, transportant un seul passager, eut lieu le 1er janvier 1914. Mon arrière-grand-mère, que j'ai connue jusqu'à l'âge de 30 ans, décédée en 2000, est née 3 ans après le premier vol des frères Wright, du 17 décembre 1903, et avait seulement 9 ans lors du premier voyage commercial de Floride. Le 6 juillet 2023, nous sommes arrivés à 145 000 avions. Il y a une moyenne de 1,2 million d'humains au-dessus de la Terre chaque heure. Levez les yeux, regardez le ciel, 1,2 million d'humains flottent au-dessus de vous. Et enfin, l'homme inventa les fusées et les satellites. La fusée soviétique Seviorka qui mit sur orbite le premier satellite Sputnik qui faisait bip 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 bip. Selon Hartmut Rosa, comprendre la société moderne, comprendre la modernisation de notre monde, de nos écosystèmes, c'est cette mise en mouvement progressive, extensive, marquée par des interdépendances croissantes. C'est aussi le changement et le remodelage de notre environnement physique, l'élévation et la construction de nouveaux bâtiments, la démolition des plus anciens, le changement de matériel, le développement de nouveaux logiciels, puis l'interconnexion des hommes, des objets et des machines, et enfin l'avènement de l'intelligence artificielle. Filant toujours la métaphore, Rosa nous partage cette remarque. Si nos extraterrestres ont de très bons appareils photo, ils ne verraient pas seulement les gens et les marchandises aller et venir. Ils verraient aussi les idées circuler dans le monde, les images, les photos, les données et bien sûr le capital, socle de la mise en mouvement. En quelques fractions de secondes, le capital mais aussi nos idées, l'information, la communication font le tour du monde, modifiant, structurant, transformant tout sur son passage. En nous observant, nos extraterrestres verraient aussi une augmentation incroyable des flux, accompagnée de variations tout aussi impressionnantes, d'une alternative de crise et de phase de prospérité de plus en plus conséquente aussi. On a eu des 30 glorieuses, les chocs pétroliers des années 70, la crise financière de 2008 et quand même plus de 70 ans de paix majoritaire dans le monde. La modernisation signifie donc la mise en dynamique du monde. C'est ce qu'entend Hartmut Rosa par accélération sociale. Le cœur de la modernisation, c'est l'accélération du monde. Et cette accélération présente au moins 3 dimensions. L'accélération technique, l'augmentation des taux de changement,
c'est le fameux rétrécissement du présent d'Hermann Lubbe, l'accélération de la vie des humains. Il ne s'agit pas seulement d'augmenter la vitesse des transports, de la communication, mais aussi la production, la distribution et la consommation des biens et services, ainsi que la production et le rejet de déchets. La première dimension, c'est l'accélération technique. Mais il y a aussi un autre aspect que les camarades de nos extraterrestres verraient, dit-il, c'est ce monde qui change à un rythme plus rapide. Je disais, les taux de changement augmentent eux-mêmes. Il ne s'agit pas seulement des taux de changement en matière de transport, de circulation ou de communication, mais aussi des modèles d'association, des interactions entre les personnes et de la manière dont nous interagissons. J'aime bien moi-même citer ces exemples qui m'ont marqué pendant ma période d'étudiant en faculté d'économie politique, puis de jeune consultant entrepreneur. Au XIXe siècle, l'organisation des strates sociales dans les grandes villes comme Paris et Lyon faisait que les bourgeois argentés occupaient les premiers étages des immeubles et le personnel de service, si on se souvient bien, les derniers étages. Ce sont les fameuses célèbres chambres de bonne, notamment à Paris. Au XXe, la répartition de classe se divise entre centre-ville, riches ou pauvres, et banlieues, riches et pauvres aussi. C'est-à-dire que nous passons d'une hiérarchie verticale à une hiérarchie horizontale et géographique différente, pour finalement revenir à une hiérarchie verticale mais inversée au XXIe siècle. Les appartements des premiers niveaux sont moins onéreux que les derniers, grâce à la généralisation des ascenseurs et des terrasses et la déghettoisation des banlieues, j'ai réussi à le dire. C'est aussi le passage du téléphone comme objet familial partagé et coûteux à l'usage, paiement à la durée par zone géographique très restreinte, je me souviens quand on appelait de nuit à Paris, c'était très coûteux, un objet personnel, mobile, avec des formules illimitées qui ont poussé un usage et des valeurs bien différentes. Il était de bonne éducation, par exemple, avant l'avènement du portable, de ne pas appeler après 20 heures un téléphone fixe pour ne pas déranger la sphère familiale de l'interlocuteur. Ce principe a complètement disparu, devenu obsolète, avec le téléphone mobile personnel et l'usage des messageries. Tous ces rapports aux autres, à la connaissance et au mode de vie, changent à un rythme de plus en plus élevé. L'accélération sociale a donc pour deuxième dimension l'augmentation des rythmes de changement. Il y a un rétrécissement du présent, pour paraphraser Hermann Lubbe, que j'ai déjà cité, un des philosophes poétiques allemands contemporains les plus influents dès les années 70 et aussi dans les années 80 et encore maintenant de l'école Ritter. Et que faisons-nous en tant qu'individus sujets vivants de ce monde? Étonnamment, même si toutes ces technologies nous aident à gagner du temps, l'homme moderne se sent pressé. Il a l'impression en permanence de manquer de temps. Et si cela est lié à cette fameuse dynamisation du monde, nous avons donc le sentiment que nous devons courir de plus en plus vite juste pour suivre le rythme d'un monde qui évolue rapidement, juste pour garder notre place dans ce monde. Ainsi, la troisième dimension de l'accélération sociale, c'est l'accélération de nos propres vies. Et nous sommes tous des experts en la matière. Nous essayons d'agir à un rythme plus rapide, comme aller au fast-food, par exemple, faire des speed dating, s'organiser des micro-siestes, se former à la lecture rapide, nous débarrasser des pauses. C'est cette fameuse déshumanisation des espaces professionnels qui incite tant de salariés à y rester le moins longtemps possible et donc à intensifier, densifier leurs horaires de travail effectifs, à s'épuiser pour ensuite rejeter ce monde professionnel devenu insupportable et puis supprimer tout intervalle entre nos actions et nos réunions. Combien maintenant de personnes passent d'une vision à une autre, d'une visio à une autre, dans un rythme effréné, ne se déplaçant même plus d'une pièce à une autre. Nous essayons même de faire du multitâche. Par exemple, quand nous utilisons notre téléphone portable pour parler à quelqu'un, ce n'est plus une activité monotâche, comme à l'époque du téléphone fixe en bakélite. Nous surfons très souvent sur Internet en même temps, sur nos agendas numériques, sur diverses applications pour prendre des rendez-vous, sur Doctolib, je ne sais quoi. Voilà, nous sommes imprégnés du multitâche, et pas seulement les femmes, comme le veut l'adage populaire. Ainsi, les trois formes d'accélération sociale augmentent la vitesse technique, accélèrent le rythme du changement et accélèrent nos propres rythmes de vie. Nous pourrions maintenant nous demander quel est le moteur de cette accélération sociale. Qu'est-ce qui la motive? Il est très important de voir que ce n'est pas seulement quelque chose que nous voulons, ce n'est pas le désir humain, du moins
Pas seulement. C'est la logique même, le fondement de nos sociétés. C'est la forme de la société moderne, parce qu'une société moderne, et en particulier une société capitaliste, ne peut se reproduire et se maintenir, se pérenniser que par la croissance, par l'accélération, par l'innovation. Qui n'entend pas X fois par jour, en tout lieu, sur toutes ondes, la nécessité d'innover pour rester compétitif? Tel le dernier sommet sur l'IA à Paris en février 2025, par exemple, organisé par le président de la République. Le capitalisme est une forme économique très moderne. Voilà déjà un premier aperçu du concept d'accélération sociale. Au prochain épisode, pour évoquer un autre concept clé d'Hartmut Rosa, la résonance. Chers amis, à très bientôt pour ce nouvel épisode.